c'est là-bas nous allons pour dormir, avec ma mère et ma fille. Au milieu des gens malades. Tu parles beaucoup de ta mère et toi. Plus personne n'existe à part vous et ta fille. Plus personne. Plus personne n'existe à part nous et ma fille. Et j'étais fatiguée de voir ma mère dans cette précarité-là. Une femme qui était toujours là pour les autres, qui a travaillé au HCR en tant qu'assistante sociale, qui a sauvé des vies en Côte d'Ivoire, qui a fait du bien à pas mal de personnes en Côte d'Ivoire. Et finir comme ça, j'avais beaucoup de mal pour elle. Et ma fille qui était en train de grandir sans père, et moi-même qui étais perdue, et tout ça, j'ai dit que c'était plus possible. Donc il fallait que je me retrousse les manches et que j'aille chercher. Et c'est là que j'ai connu le véritable monde, le monde même. Donc j'ai décidé d'aller en zone 4 pour commencer à me chercher. J'ai commencé à travailler dans des bars, j'ai commencé à mener une mauvaise vie. Mais bon, j'avais pas tellement le choix, ma mère était malade. Je voulais plus qu'elle soit dans cet endroit-là. Donc j'ai tout fait pour lui louer un petit coin à Marcory. Donc on est allé vivre à Marcory avec ma fille. Et c'est à ce moment-là que les parents du père de ma fille sont venus la récupérer parce que c'était trop chaud là-bas, c'était trop chaud. Donc je leur ai dit de venir, j'ai cassé le papier comme on dit. Ils sont allés dans sa famille pour dire voilà, votre fils est enceinte, il ne veut pas reconnaître et tout ça. Il dit que s'il reconnaît, vous n'allez pas l'envoyer en France. Voilà votre enfant, prenez-la. Moi, il doit me chercher pour ma maman. Donc ils sont venus prendre la petite. Ma première fille qui vit là-bas jusqu'à présent, ça fait 15 ans maintenant qu'elle est avec eux. Et j'ai commencé à me chercher comme j'ai pu. Comme j'ai pu. Pour essayer de sauver ma mère. Donc, comment est-ce que c'est fini l'histoire avec maman? C'est fini très tragiquement. Bon, tragiquement non, mais elle n'a pas eu une bonne fin. Elle n'a pas eu une bonne fin parce que après tout ce que j'ai pu faire et tout ça, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Après, elle a voulu que... J'en ai tellement fait qu'elle voulait maintenant que mon frère prenne la relève. Et à ce moment-là, mon frère était parti vivre derrière Sokosé encore, dans un quartier encore plus reculé, même un bas-fond, même, dans un petit studio où il était avec ma mère. Mais en tant que garçon, il n'arrivait pas seul à gérer ma mère qui était vraiment malade, qui tout le temps piquait des crises, un temps que j'allais à l'hôpital. Donc quand il y avait l'hôpital, je partais faire 1 semaine, 2 semaines avec elle à l'hôpital. Je la lavais, je la changeais, je la nourrissais, je faisais tout. Et moi, je perdais mon travail et tout ça. Donc après, j'étais contrainte d'aller vivre avec ma mère dans le studio de mon frère. Avec une mère malade, même mourante, méconnaissable. Méconnaissable. Il lui restait seulement la peau sur les os. Elle était méconnaissable. Non, elle-même, elle voulait mourir, même tellement elle était fatiguée. Mais souvent, elle se reprenait et tout ça. Et le jour de sa fin, c'est-à-dire, elle aimait tellement les jeux, elle aimait beaucoup les émissions de TF1, Question pour un champion, ce genre de choses-là et tout. Le maître de midi, tout ça. Donc un jour, elle était en train de regarder son émission. Et ce jour-là, mon frère n'était pas là. Mon frère qui ne voyage jamais, il avait voyagé ce jour-là. Et quand je sors, je lui dis que je sortais et tout ça. Elle m'a dit, ok ma fille, on se prend tout à l'heure et tout ça. Moi, je suis sur il était midi, l'émission avait commencé. Donc je sors je vais chez mes copines et vers 15h, elle m'appelle pour dire, ah, je t'avais pas dit, le même gars qui avait gagné, c'est lui qui a gagné aujourd'hui, on rigole et tout ça. Elle dit, mais tu vas venir à quelle heure? Tu m'as même pas laissé l'argent. Il dit, si, il y a 500 là-bas. Tu vois, et là, c'est moi qui m'occupais d'elle. Si j'avais 500, c'est qu'elle avait 500. Donc, je dis, non, j'ai laissé 500. On voit la petite voisine là. Et tout ça, c'est dans une cour commune. Donc, je rentre à 19h. Et je vois qu'il y a un calme saisissant, quoi. Je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il y a un problème? Et quand j'ouvre la porte, je vois ma mère qui est morte. Avec la télécommande dans sa main. C'est comme si elle était assise en train de regarder la télévision et elle est partie. Et vu que la mort était à sa jambe, je sais pas, son poids était... En tout cas, elle a glissé un peu. Elle était là. Je n'en revenais pas. J'ai dit, ma maman, hey Seigneur Jésus, c'était trop difficile. Et quand je l'ai vue comme ça m'a fait tellement... Je n'ai même pas eu d'émotion. Je suis venue m'asseoir à côté d'elle. Je l'ai vue, il y avait son corps à 18h. Je me suis assise à côté d'elle.
Et quand le temps de réaliser qu'elle était morte et que j'appelle des gens pour venir me secourir et tout, il était minuit. Et le temps de 18h jusqu'à minuit, là, j'ai pas vu le temps passer. Je ne faisais que la regarder et tout ça. Et j'avais pas d'argent et on me demandait, j'ai demandé d'elle. Et quand le temps de réaliser qu'elle était morte et que j'appelle des gens pour venir me secourir et tout, il était minuit. Et le temps de 18h jusqu'à minuit, là, j'ai pas vu le temps passer. Je ne faisais que la regarder et tout ça. Et j'avais pas d'argent et on me demandait, j'ai demandé aux voisins d'essayer de m'aider pour qu'on fasse un plan comme si elle est décédée dans un taxi et comme on l'envoyait à l'hôpital. On a cherché un taxi, aucun taxi ne voulait prendre un cadavre. Et les voisins, quand je leur ai demandé de venir m'aider à prendre le corps de ma mère, ils m'ont dit non, on ne touche pas les corps parce qu'il y a Ebola. Ebola nous a dit de ne pas toucher les cadavres, pas nous aussi on sera contaminés. Et cette maman n'est pas morte d'Ebola, même j'ai dit Seigneur Jésus. C'était vraiment très difficile. Au final, ce sont mes amis qui m'ont aidé pour tout préparer les funérailles. Tous les funérailles de ma mère, ce sont mes amis qui l'ont fait. C'était vraiment très, très, très difficile. Très, très difficile. C'est comme ça que ma mère est partie. Mais un an avant, j'avais perdu mon père, mais vu que je n'avais pas de lien avec lui, ça ne m'a pas fait grand-chose. Alors, comment est-ce que tu te reprends après ce triste événement? Après, j'essaie de me reprendre avec l'argent que les gens ont cotisé comme pendant le funérailles de ma mère. J'ai essayé de prendre une maison, d'être autonome parce que je n'arrivais pas à dormir dans l'endroit où elle est décédée. Donc j'ai pris une maison à la 7e tranche. J'ai un ami qui m'a donné du travail dans son restaurant. Et donc je vis comme ça se passe plutôt bien et tout. J'ai tout le monde qui m'aide, ils ont meublé la maison pour moi. Et je reprends ma vie en main, je vais au travail. Et un jour, je reviens du travail et où j'habitais le grand portail, je vois qu'il y a une affiche sur le portail et je vois qu'il y a des débris de plein de choses par terre. Et je vois le cadre de ma maman que j'avais encadré le jour de ses funérailles, je vois qu'il est brisé en deux par terre dans la rue avec la photo qui est déchirée en deux de ma mère. J'ai dit, mais attends, je ne comprends pas. Je vais lire ce qui est écrit et c'est écrit qu'on me défend de rentrer dans cette maison parce que le propriétaire de la maison, apparemment, c'était même pas sa maison, c'était quelque chose qu'il louait et nous, il nous surlouait et il avait des problèmes avec les impôts et tout ça. Donc, on avait tout saisi dans la maison. Je pars au travail le matin, je vais le soir, j'ai plus de maison. Et la première chose sur laquelle je tombe, c'est qu'ils ne sont pas partis avec le cas de ma mère, ils l'ont jeté, c'est cassé, la truc est déchiré. Je dis, un autre coup qui m'a vraiment fait sombrer dans une dépression de malade. J'ai marché comme ça dans la rue. J'ai marché sans savoir où je partais jusqu'à ce que je m'arrête chez une amie. Et je suis restée chez elle 1 an. Je suis restée chez elle 1 an en dépression totale. Et après, je décide d'aller au Maroc pour me vider un peu la tête parce que j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire, j'en pouvais plus. J'étais mal. Donc, il y a quelqu'un qui m'a parlé du Maroc, qui m'a dit qu'on pouvait faire des billets boxés pour aller là-bas et tout. Et il y a un gars qui me draguait là-bas qui disait, oui, je vais t'inviter, je vais t'inviter. Quand j'ai eu 150 000 net, il y a pour mon billet d'avion, je suis allé au Maroc pour aller me chercher. Et quand je suis revenu avec Biodetox. J'ai fait 6 ans là-bas. 6 ans. Alors, tu nous parles de biodétox. Donc, la source de biodétox, c'est le Maroc. C'est le Maroc. C'est là-bas que j'ai eu le déclic. Alors, c'est quoi l'histoire derrière? Avant Biodetox, j'ai fait un commerce au Maroc qui marchait très bien. Je faisais la nourriture chez moi à la maison avec l'alcool, ce qui était totalement interdit. Donc, la police me pourchassait tout le temps. J'avais beaucoup de problèmes avec la police. Je suis obligée tout le temps de fuir, jusqu'au jour où je vais me mettre dans un coin. Mon coin ne marche plus du tout. Je n'avais plus d'argent, plus rien. Je suis revenue à zéro. Je suis tombée encore en dépression. Et pendant 1 mois, c'est-à-dire, j'ai dormi dans mon salon pendant 1 mois. Si je me suis levée pour aller me laver trop de fois, même ce mois-là, si c'est trop de fois, c'est 10 fois. J'étais couchée sur une couette comme ça. J'étais devenue l'ombre de moi-même et je ne faisais que penser à ça. Je disais, j'ai trop souffert. Dieu, j'ai trop souffert. Montre-moi quelque chose. Montre-moi ma voix. Je sais que je suis intelligente. Je sais que je peux gagner de l'argent.
pourquoi tu me fais souffrir comme ça? Montre-moi. Et un bon matin, il m'a dit, pose